Premièrement, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. Je suis désolée, j'ai appris le français il y a une vingtaine d'années quand j'étais au lycée. Je le comprends un petit peu, mais je ne comprends pas tout. Et parfois, je suis un petit peu comme Alice dans Alice au pays des merveilles dans son petit trou de lapin. Je vais vous dresser le panorama de la situation au Danemark et en Suède et comment nous essayons d'opérer la transition vers la formation professionnelle. Au Danemark, nous avons un système très hybride. Il y a un système dual en alternance qui ressemble au système allemand. On parle souvent des pays scandinaves, nordiques, avec des États-providence, avec des politiques égalitaires dans l'éducation, avec des politiques communes sur le marché du travail et une collaboration en termes d'éducation et de formation. Mais ce n'est pas le cas. Comme Marius le disait déjà, nous avons des modèles très divergents en termes d'EFP dans les pays du nord de l'Europe. Je ne vais pas parler de la Norvège et de la Finlande car ils ont leur propre modèle, mais je vais juxtaposer le Danemark et la Suède car ils ont un système sous statut scolaire qui se rapproche du système danois. Et le système d'apprentissage au Danemark converge vers le modèle suédois. Nous regardons au-delà de nos frontières, nous regardons ce qui est fait en dehors de notre pays et nous essayons d'apprendre les uns des autres. Marius l'a déjà dit, il me semble qu'au Danemark, il y a une participation très active des partenaires sociaux, non seulement le patronat, si l'on compare ceci au système allemand. Il y a les syndicats, oui, du côté des employeurs, mais dans notre pays, nous avons une représentation syndicale dans les différents conseils. Le nombre de représentants est égal entre syndicats, patronat et autres acteurs. Nous avons une organisation tripartite. Nous essayons de ne pas monopoliser l'accès à la négociation des salaires. Au Danemark, nous avons ce système où les syndicats et le patronat ne se contentent pas de conseiller, mais ils décident du contenu des formations, de l'enseignement professionnel, ce qui est très différent du système suédois. Je travaille dans l'enseignement professionnel depuis les années 90 et j'ai été impliquée dans de nombreux projets européens. Et il me semble que dans beaucoup de projets, nous avons parlé de ces défis. Il ne s'agit pas de défis auxquels sont confrontés la Suède et le Danemark. Concernant la parité d'estime, nous en avons déjà parlé dans les années 90. On a regardé ça de très près déjà. Ensuite, il y a le problème de l'apprentissage dans les systèmes en alternance, le système dual, et aussi lorsqu'il y a des formations qui sont sous statut scolaire. Comment faciliter cette transition vers le marché du travail? Nous avons élaboré tant de projets au sein du CDFOP et d'autres entités pour regarder de plus près les demandes du marché du travail dans 20, 30 ans et comment répondre à ces demandes, comment faciliter cette transition de l'EFP au marché du travail. Et ensuite, le quatrième problème, le problème du cul-de-sac dans l'EFP. Est-ce que l'EFP est une voie sans issue ou est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent à l'issue de cette formation? Si on regarde les systèmes éducatifs, il y a notre imaginaire social qui se met en place. L'enseignement supérieur, c'est le Saint Graal et c'est meilleur que les autres types de formations qui sont
proposés. Et enfin, j'aimerais inclure différents groupes cibles. Je vais y revenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tous les systèmes éducatifs sont très complexes. Je vais simplement me consacrer à la période de transition et la complexité que cela comporte. Si on regarde les cohortes de jeunes qui se dirigent vers le FP, ces chiffres sont à la baisse depuis les années 90 et encore plus depuis les années 2000. Aujourd'hui, nous avons 19% des jeunes qui vont dans le FP, l'éducation et la formation professionnelle. Ils rejoignent des programmes sous statut scolaire, donc c'est la première étape vers le FP au Danemark. Ensuite, il y a une deuxième transition. Il s'agit de la transition vers l'apprentissage. Cette transition se base sur le marché du travail et la loi de l'offre et de la demande, car en tant qu'apprentis, ils doivent trouver une place auprès d'un employeur et les écoles ne font pas ce travail pour eux. Bien sûr, il y a un accompagnement des systèmes qui les aident à trouver un placement en entreprise, mais cela dépend des demandes qu'ils font auprès de l'employeur, ou peut-être votre père ou votre oncle peuvent vous aider. Ils ont un garage et ils peuvent vous prendre en tant qu'apprenti dans leur affaire, dans leur travail. Mais ici, on a une difficulté dans le système danois, car on a un taux de décrochage de 30% pour ces jeunes qui ont rejoint les parcours professionnels. Et souvent, ils rejoignent d'autres programmes plus généraux. Certains essayent de rejoindre d'autres apprentissages et ils connaissent parfois des échecs. Et parfois, je parle à des jeunes qui ont démarré 4 programmes d'entrée principaux sans avoir réussi à obtenir un diplôme. Si on regarde maintenant la transition vers l'enseignement supérieur, cela ne concerne que 5% de ces jeunes issus des parcours professionnels. Ce n'est pas une surprise, cela dit, car lorsqu'ils ont achevé leur formation professionnelle, ils peuvent entrer dans le marché du travail et gagner un salaire, car ils sont pleinement qualifiés. Ici, il n'y a pas de transition difficile. Donc, ils rentrent dans le marché du travail, sur le marché du travail, et je pense que cela est motivant pour ces jeunes qui réussissent à décrocher des diplômes dans des parcours professionnels. Cela leur permet de mettre le pied à l'étrier dans le monde du travail. Donc, au Danemark, il y a un problème de transition de l'éducation de type général vers l'enseignement professionnel et vers l'enseignement supérieur également. Et il y a un problème de transition entre les programmes de base et les programmes plus spécialisés. Marius a déjà évoqué des sujets qui sont dans ma présentation, notamment les systèmes de formation des compétences. La plupart des jeunes rentrent dans le système global de l'enseignement secondaire, mais on peut séparer ceux qui vont vers des filières plus générales et ceux qui s'orientent vers les filières professionnelles. Donc vous pouvez constater que même s'il n'y a pas de manière visible un problème de parité d'estime, pourtant la plupart des jeunes choisissent en majorité la voie générale au détriment de la voie professionnelle. Et ceci est dû au fait que cela conduit à une qualification double pour ceux qui ont une formation professionnelle. Ils ont l'option d'aller dans l'enseignement supérieur ou sur le marché du travail. En réalité, lorsqu'ils ont suivi leur parcours professionnel,
En général, ce sont plus des généralistes. Ils ont toujours besoin d'expérience, de se spécialiser au sein du métier qu'ils ont déjà choisi, qui est déjà en quelque sorte spécialisé. Donc, ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail, eh bien, ils ne trouvent pas de travail, ils deviennent chômeurs. Ou en tout cas, pour ces jeunes-là, il y a un taux de chômage plus élevé que ceux qui sont issus des professionnels, des jeunes issus d'un enseignement secondaire général. Et on voit que le taux de chômage est plus élevé pour les jeunes issus de parcours professionnels. Si on regarde le système suédois, ils ont des apprentissages, ils en proposent, mais c'est basé en fonction des secteurs, des métiers, et ça ne fait pas partie du système public. C'est organisé par les partenaires sociaux, donc on ne sait pas où vont les jeunes lorsqu'ils ont terminé leur parcours professionnel. Il me reste 5 minutes pour terminer ma présentation, ce n'est pas assez malheureusement. Si on regarde la transition vers l'EFP, il y a ce problème de parité d'estime. Comme je le disais, au Danemark, les réformes récentes ont introduit un grand nombre d'initiatives pour résoudre ce problème. Il me semble que une des solutions proposées, c'est le fait de proposer une double qualification, ce qui ressemble à ce qui se fait en Suède, c'est-à-dire qu'on a un accès à l'enseignement supérieur grâce à ces formations. Mais il y a encore beaucoup de séparation entre les jeunes étudiants et les étudiants adultes dans des filières différentes. Parfois, lorsque l'on juxtapose deux pays, on doit utiliser les mêmes données. Et ici, je ne sais pas si l'on compare la même chose quand on regarde le modèle suédois, le modèle danois. Le modèle suédois est sous statut scolaire et ne donne pas une formation complète, alors que le système danois fournit une formation complète et ne cible pas uniquement les jeunes, mais aussi les adultes. L'âge moyen est de 21 ans dans le système danois. Donc, de nombreux jeunes vont dans l'enseignement général et ensuite ils se tournent vers l'enseignement professionnel. C'est pour ça qu'on a des jeunes. On a des pourcentages différents dans ces domaines entre le Danemark et la Suède. Encore une fois, sur la transition vers l'EFP, la résolution des problèmes dans ce domaine, au Danemark, nous avons introduit ce que l'on appelle une formation sous statut scolaire, que l'on ne peut pas comparer à ce qui se fait en Suède, car il s'agit de formation à l'intérieur des établissements scolaires et les qualifications exigées sont les mêmes que dans un apprentissage. Nous avons lancé des campagnes de recrutement, proposé des bonus pour les entreprises. Ce sont les mêmes outils qui sont utilisés par les Suédois pour attirer les jeunes vers ces filières professionnelles. Ensuite, si on regarde les besoins du marché du travail, ça c'est vraiment une caractéristique très forte du système danois, c'est le fait que les partenaires sociaux définissent eux-mêmes les programmes scolaires. Ils connaissent les besoins et donc ils sont capables de définir quelles sont les compétences et les qualifications que les jeunes devraient obtenir. En revanche, c'est un système assez conservateur qui se fonde sur des industries existantes, des entreprises existantes. Et parfois, il y a des problèmes pour répondre aux nouveaux besoins des économies émergentes, par exemple. Comme Marius l'a dit, il y a une tentative d'introduire des apprentissages dans l'enseignement secondaire, mais le taux de participation ou d'inscription est très faible dans ce type de filière, notamment car l'opinion publique pense qu'il s'agit d'apprenants faibles et non pas d'apprenants forts. Et ça, c'est un des grands problèmes de l'EFP aujourd'hui. Les deux systèmes ont ce problème de pouvoir attirer les jeunes dans ces filières. Et je pense que la plupart des pays européens connaissent ces difficultés. Si on regarde l'EFP, souvent on y pense en tant qu'étant inclusif.
ces jeunes qui choisissent ces carrières sont affectés par ces tendances. Certains programmes sont de très haut niveau et il faut vraiment réfléchir à ce que ça signifie, l'EFP, l'éducation et la formation professionnelle. Est-ce qu'on parle de la même chose? Mais globalement, il faut nous pencher sur les différents programmes professionnels qui sont proposés, quelles sont les exigences des employeurs, par exemple, la notion d'âge, l'âge des personnes qu'ils souhaitent recruter peut varier. Ils ne veulent pas employer des jeunes qui ont 15 ou 16 ans, ne serait-ce que parce qu'ils ne savent pas conduire, par exemple. D'un point de vue politique, on essaye toujours de chercher les meilleures solutions, de résoudre les problèmes. Il n'y a pas de système parfait, de panacée, bien entendu. Il n'y a pas de panacée, comme je le disais. Différents modèles réussissent plus ou moins à répondre aux différents défis et objectifs. Et en fin de compte, ici, on est vraiment au cœur du problème. Il y a des conflits. Si l'on veut que l'EFP inclue les apprenants qui ont un faible niveau d'éducation, ça pose un problème en termes de parité d'estime. Et si on pose des conditions pour rentrer dans l'EFP, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont de moins bons résultats scolaires? Il faut regarder ces causes et ces objectifs qui sont en conflit. Il faut vraiment bien définir de quoi on parle, quels métiers, quelles industries. Il faut vraiment replacer l'EFP dans le cadre plus large de l'éducation, du système éducatif et du marché du travail. Et nous devons poser la question suivante. Quelle est la fonction de l'EFP dans la société contemporaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le rôle de l'EFP aujourd'hui? Et il me semble que cela a été dit précédemment. Dans un certain sens, nous oublions parfois que l'artisanat revient au désir de bien faire son travail. C'est une manière de s'identifier. Et il faut réintroduire cette notion d'identité et de construction de soi dans l'EFP. Et comment attirer les jeunes dans ces filières professionnelles? Eh bien, il faut vraiment mettre l'accent sur ces notions-là. Parfois, il faut dire aux jeunes, ne choisis pas la voie de l'enseignement supérieur. Pourquoi pas l'éducation et la formation professionnelle? Il faut promouvoir ce message auprès des jeunes. Je ne sais pas, ça va peut-être fonctionner. Merci de votre attention.